Voilà, tout de suite, on va passer sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à la rediffusion d'une émission sur Oberol, Riopel et Rod Mitchell, voilà, qui devrait normalement ne pas trop vous ennuyer, on pense. Ouais. Alors on a choisi Robérol parce qu'effectivement il y a l'espace Robérol à Émoutier, que j'étais pas très loin, je pensais avoir le temps d'y faire un tour. Et en fait, une fois exilée dans un petit village rural qui s'appelle Les Salles, qui est à peu près à une demi-heure, 3/4 d'heure de route d'Émoutier, j'ai pas eu le courage de repartir. Les routes étaient plutôt dégagées, mais moi j'étais dans un petit paysage de rêve au milieu du plateau avec des collines enneigées, dans une vieille maison creusoise un igloo, de 120 ans, non, très bien chauffée avec un chauffage central et un poêle à bois. Ouais. Donc j'étais entourée de gens plutôt sympathiques, bienveillants, on mangeait bien, on se faisait des petits plats sympas. Elle était toute seule dans un dortoir de 10 places, hein, c'est bien. Hein. Donc effectivement, j'ai pas eu envie de reprendre ma voiture et de retourner voir Robérol, mais ça nous a donné envie de refaire cette rediffusion. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et encore une fois, pour les auditeurs, quand je dis des bêtises, comme ça m'arrive quelquefois quand même, je le reconnais, c'est bien de me remonter les bretelles. Hein, je vous remercie. C'est important. Oui. À Racaille, pour une émission consacrée à 3 peintres assez foldingues, Robérol, Riopel et Mitchell, un Français, un Canadien et une Américaine. Voilà, vous allez vous en rendre compte. Enfin, si on arrive à dire ce qu'il faut sur ces gens-là, je fais confiance à Piquicou. Moi, je suis un petit peu plus flottant. Enfin, vous verrez bien. On a essayé de préparer ça le mieux qu'on a pu. On va essayer de vous servir une soupe qui soit pas trop froide. Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas, même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés, aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'ils parlent fort, ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est plus qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats avec mes pauvres mots qui sont mes seules armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes,
les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers de boue, où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas. Je me bats. Si longtemps que j'aurai la force qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite et qui bat, et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats. C'était Michel Buller, je me bats. Oui, et c'est Robert-Rolle, le peintre dont je vais vous parler maintenant, qui se bat, qui s'est battu, qui se battra plus maintenant, évidemment, puisque il a été un peu effacé des tablettes de l'histoire vivante pour regagner les vers de près du Grand Manitou. Enfin, c'est ce que pensaient les Indiens. Je suis pas forcément d'accord avec eux. Il disait, Robert-Rolle aussi, par exemple, la peinture existe, elle ne finira pas. Ça a l'air tout con comme ça, mais c'est un sujet de philo pour le bac. Car le beau n'est que ce degré du terrible qu'encore nous supportons, et nous ne l'admirons tant que parce que, impassible, il dédaigne de nous détruire. Voilà, c'est de Rainer Maria Rilke, voilà, dans la première élégie de Duino, et c'est une sorte de préface de Paul Audy, dont je voudrais vous citer quelques phrases. Certains peintres font davantage que peindre. À cela tient leur grandeur. Non seulement ils font des tableaux, larges ou ramassés, légers ou lourds, séduisants ou irritants, mais ils sont aussi à eux seuls, et toutes les fois que le tableau se fait, la peinture personnifiée. Et ça peut s'appliquer évidemment à Robert-Rolle. Et à Picasso qui déclarait à la fin « la peinture gagne », il faudrait sans doute rétorquer, pour ce qui est surtout exigé d'elle, c'est de gagner la partie dès le commencement, au premier coup de brosse. Il s'agit que le tableau advienne, ad majorem picture gloriam. Voilà, c'est un peu Robert-Rolle, évidemment, à travers ses phrases, à travers ses mots, que ce texte de Audy nous sert, enfin, en préface, je vous dis, de ce bouquin, de la dernière exposition de Robert-Rolle et Émoutier. La loi du changement comme processus ininterrompu du devenir et du dépérissement, du transitoire et du transformable, ce sont la défense et l'illustration correspondant chez Robert-Rolle aux séries, paysages, Madagascar notamment, mais de toutes, parce qu'il travaillait, Robert-Rolle, par série. Oui. Sa dernière série, d'ailleurs, ça s'intitule Néant. Ce sont les tableaux qu'il a fait l'année de sa mort, voilà. Il a peint comme tous les grands artistes jusqu'au bout. Voilà, Néant 1, Néant 2, que j'ai sous les yeux, parce que on est allé, donc, avec Dominique, on est allé piquer coup à Émoutier pour cette espèce de rétrospective dans l'espace Robert-Rolle, voilà. Et on a vu justement ce Néant 1, 2 et 3. Je pense que, enfin pour moi, le sentiment que j'en ai, c'est que ces trois peintures, en tout cas, sont quelque chose de nouveau dans l'œuvre de Robert-Rolle, et peut-être qu'il prenait là encore un autre départ pour l'aventure qui aurait pu continuer encore longtemps s'il avait vécu, et avec toujours des choses. C'est très nouveau, c'est très presque une peinture, on dirait de jeunesse, quoi. Il y a quelque chose dedans qui vraiment
est très, enfin, c'est du Robert-Roll, hein, il y a incontestablement, mais d'avoir introduit ce vide à l'intérieur de ces personnages, c'est quand même étonnant, c'est quand même la porte, on peut le dire, j'ai jeu de mots, la porte ouverte à une nouvelle histoire de son travail, de son œuvre, voilà. Donc avec Piquet-Court, on est allé à Émoutier il y a quelques semaines. Il y a combien de temps, Dominique? Il y a 3 semaines à peu près. 3 semaines, oui. Parce que cette salle, cet espace Robert-Roll qui a été voulu par le maire d'Émoutier et son conseil municipal. Faut dire que c'est assez étonnant, parce qu'Émoutier, c'est une toute petite ville, hein, une toute petite ville du Limousin, voilà. Et ils ont fait là un acte absolument extraordinaire, une aventure hors norme, d'avoir voulu créer ce lieu, qui est magnifique d'ailleurs, tout simple, mais avec des lumières zénithales extraordinaires, voilà, avec une pelouse devant où il y a des sculptures, dont une énorme de Robert-Roll. Voilà, parce que je pense, en tout cas, qu'il est un grand peintre certainement, mais aussi un grand sculpteur. Voilà. C'est pas le cas de tous les peintres, hein. Dernièrement, j'ai vu quelques peintres, voilà, qui étaient intéressants aussi, mais qui s'aventuraient dans la sculpture, et le résultat n'est pas vraiment probant. Enfin bon, mais pour Robert-Roll, oui. Et donc on y est allé avec Piquet-Court, je me répète. Et là, on a découvert donc ses dernières œuvres, et on a découvert aussi ses sculptures, des sculptures qu'on n'avait jamais vues, et quelques peintures aussi qu'on n'avait jamais vues, dont des peintures de jeunesse, ses premières peintures. Et alors là, je dois dire que, évidemment, on est à des années-lumière du Robert-Roll qu'on connaît, du style de Robert-Roll qu'on connaît maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est très figuratif. Par exemple, comme les abattoirs de la Villette, une peinture de 48, 2 mètres sur 4 mètres 80 déjà quand même. Il était déjà parti dans les formats énormes. Oui, voilà, c'est très intéressant, hein, mais c'est pas du tout Robert-Roll, quoi. Enfin, tel qu'on connaît son style. On pourrait, évidemment, dans certains morceaux de cette grande tartine, trouver quand même l'amorce de ce que ce sera par la suite Robert-Roll, par exemple, sur la gauche de ce grand tableau, il y a des, je suppose, des abats ou un cadavre de bœuf, etc. Ça commence, et il y a eu aussi sur la droite une femme qui tient, peut-être la femme du boucher, je sais pas, qui tient dans ses bras ce qu'on croit une gigantesque paire de gonades, avec un gigantesque pénis, mais bon, voilà, ça peut donner une indication de ce que sera Robert-Roll par la suite, voilà. Après, on a le mannequin, alors là, non, on est à des années-lumière du Robert-Roll connu, et puis les nus au poil, c'est pareil. Nus à leur toilette, que Piquet-Court aime beaucoup, je crois que c'est ça, hein, nus à leur toilette. Enfin bon, personnellement, je préfère les nus de Buffet. Vous allez me dire quel rapport avec Buffet, parce qu'il y a il y a quelque chose qui rappelle quand même un peu Buffet, comme le modèle debout dans l'atelier, là. Puis après, c'est un peu cacabouilla. Passage à l'échelle, oui, c'est une peinture, un paysage. Je suis moins convaincu par ces paysages de jeunesse. Et puis, dans les années 55, déjà, ça commence et on est en 56-63 avec la pluie et le beau temps. C'est un énorme panneau de 2,70 m sur 5,40 m qui a l'espace Robert-Roll, je crois, celui-là, hein, ce grand panneau-là. Celui-là, il n'est pas à l'espace Robert-Roll. C'est pas celui-là, si. Hein. Et voilà. Ouais. Où là, c'est très coloré, des couleurs fraîches, etc. Ce qui sera pas vraiment la tasse de thé de Robert-Roll par la suite, quoi. Par la suite, si vous voulez, sa peinture, elle devient beaucoup plus sombre dans les tonalités, en tout cas, beaucoup plus déchirée, et puis d'une violence inouïe. Voilà, c'est ce qu'il ressentait quand il dit. Comment se protéger des activités du pouvoir, c'est une nature morte. Dans sa série Nature morte et pouvoir, là, ça devient franchement
grand guignolesque, avec de la tripaille, du sang, etc., etc. Et ça sera Robérolle. Même dans ses sculptures, il y a quelque chose qui relève de la tripe à l'air, si je puis dire. Voilà, il y a toute cette rétrospective qui est consacrée, mais ce que ne redonne pas, évidemment, le catalogue, même si c'est intéressant d'avoir un catalogue pour se rappeler, pour se souvenir, mais il n'y a pas les matières de Robérolle. Et le Robérolle, c'est en grande partie aussi ces matières qui font la force de ses œuvres. Voilà. Et puis des petits bronzes, des sculptures, des terres chamottées magnifiques, comme l'orgasme, terre chamottée porcelaine, ou le baiser du serpent, que j'aime particulièrement. Voilà, ou une couleuvre qui bouffe une grenouille, parce qu'il faut dire que Robérolle, il aimait énormément la nature et qu'il s'en est inspiré dans ses peintures, avec le sanglier, avec des poissons, avec plein de sujets comme ça. Et puis aussi, il y a des hommages à Courbet, avec l'origine du monde. C'est moins sage que Courbet, hein. C'est un peu plus violent, il en a fait toute une série comme ça. Voilà, les deux amis aussi, qui est dans l'hommage à Courbet, où on voit deux femmes, dont une est allongée et l'autre assise, et celle qui est allongée met la main sur la foufoune de celle qui est assise. Voilà. Et la série, le matérialisme à Maltais rouge, oui, enfin bon, c'est Robérolle, c'est évidemment magnifique, de matière, de forme, d'audace de composition. De gigantisme. Ah oui, non, mais ça, le gigantisme, moi je crois que c'est la marque de Robérolle, c'est que bon, il peut pas s'empêcher de faire des machins, il faut 5 mètres sur 4, 3 mètres sur 6, enfin bref, c'est vraiment, on se demande. Alors, il y a un DVD sur Robérolle que vous pouvez acheter au musée des Moutiers, ou que vous pouvez trouver peut-être ailleurs, sur Amazon, ou je sais pas, enfin des trucs comme ça, quoi. Pas Amazon, s'il te plaît, pas Robert. Amazon, là, attention, hein. Là, je te coupe le micro tout de suite. Picot qui fronce les sourcils. Vous savez pas que c'est la chef de patrouille des Finger in the Nose? Ah non, c'est Picot. Pas d'Amazon. Pas d'Amazon. Bon. Oui, je dis ça pour les gens pour ceux qui sont un peu paumés dans toutes ces choses-là. Voilà. Où en étais-je donc? Oui, tu parlais du DVD, donc du DVD, oui. Ça s'appelle Journal d'un peintre. Journal d'un peintre. C'est malheureusement en noir et blanc. Où on voit Robérolle travailler dans son immense atelier, sa scierie, en Bourgogne. C'est un enfant des Moutiers, hein. C'est pour ça qu'il a un espace Robérolle à Émoutier, mais il a eu un atelier en Bourgogne. Son dernier atelier, c'est une ancienne scierie au bord d'une rivière, parce que lui, il pouvait pas se passer d'être pas loin d'une rivière. C'est un grand braconnier. Il s'est jamais fait attraper par le garde, il connaissait le garde le connaissait, mais ils se sont jamais rencontrés vraiment. Voilà, comme tous les grands braconniers d'ailleurs. Et dans cet immense atelier, on le voit aller, alors évidemment. Mais alors, ce que je disais à Piquet-Cou, c'est que quelqu'un comme Robérolle, il a une trogne, hein. C'est pas vraiment un film star, un playboy. Il a jamais été d'ailleurs. Quoique Piquet-Cou trouve que quand il était jeune, il avait quelque chose. Bon. Et d'ailleurs, il y a une photo de lui jeune, on le voit dépoitraillé, on lui voit le bide entre sa chemise qui est ouverte à moitié. Enfin, on sent que toujours c'est pas quelqu'un qui faisait très attention à son look. Mais on le voit aussi handicapé, parce qu'il a eu une tuberculose osseuse quand il était enfant. Ça a duré 5 ans et ça lui a laissé des séquelles. Il avait une jambe qui est pas de folle, on dit. Voilà. Et on le voit dans cet atelier, cet homme, quand même, très jeune, s'attaquer à des formats, mais alors faut voir, hein, alors évidemment il travaille aussi beaucoup au sol, parce que ces grands formats-là, il pouvait pas faire vraiment autrement, et on le voit bricoler avec ses pots de machin, de pigments mélangés à des bases pour donner du volume à son travail. On le voit patouiller avec cela, fallait voir ses mains, mais c'était mains vraiment des mains de paysans, puis alors avec des ongles noirs, des mains crevassées, des ongles des pognes, comme on dit, voilà. Il patouille là-dedans avec ses mains, etc. C'est quelque chose, faut voir, quoi. C'est quand même une leçon de, moi, je dirais pas de peinture, mais une leçon de vie, quoi. Parce que, je répète, je reviens sur ce que je disais peu avant, ça trogne. Mais enfin,
c'est une trogne qui respire, comment dirais-je, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de choses comme beaucoup d'artistes qui sont un peu tordus. On sent quand on les regarde que tout n'est pas très clair, voyez-vous. C'est pas Picasso, c'est pas des gens comme ça un peu limite dans l'humanité, quoi. Lui, c'est l'humanité. C'est-à-dire sa peinture, c'est une peinture humaine. Voilà, c'est parce qu'il s'est battu toute sa vie pour l'humanité, justement. Tous ces titres d'œuvres ont un rapport avec ce qu'on fait subir à l'humanité, avec son humiliation permanente, les tortures qu'on lui fait subir, mais pas qu'à l'humanité, à la nature et aux animaux aussi, voilà. C'était son combat, le combat de toute sa vie, traduit dans sa peinture, une peinture qui est violente, mais pas... C'est encore une violence qui touche à des choses en nous qui sont de l'ordre, je crois aussi, de l'espérance, de la naïveté, de l'espoir de quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus vivable, quoi. Voilà, c'était le combat de Robert-Rolle, qu'on a associé aussi à Riopelle et à Mitchell, parce que c'est la même génération, ils se sont fréquentés, etc. Mais pour moi, Robert-Rolle se détache de ces deux amis, Riopelle et Mitchell, par justement cette beauté humaine. Voilà, c'est un bel être humain. Les autres, c'est plus difficile, c'est moins évident, quoi, pour moi. Ouais, surtout chez Riopelle. Enfin, tu vas en parler un petit peu après. Ouais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, j'ai envie de reparler de ce tableau que j'aime pas vite fait, de le nommer au moins. C'est l'hommage, c'est le Cyclope, quoi. Cet hommage à Paul Guingois, quoi, ce résistant du Limousin, qui est en permanence à l'espace Robert-Rolle, lui. Ouais, toujours au même endroit. D'ailleurs. Toujours au même endroit. Ouais. Et à côté d'un plâtre de Robert-Rolle, d'ailleurs, un plâtre qui a servi à faire, la sculpture qui est devant la centrale nucléaire de. Ah oui, à Chooz, là. Oui, à Chooz. Ouais. C'est Prométhée, voilà, Prométhée, une sculpture de Prométhée. Il y a le plâtre, il y a une partie du plâtre de ces sculptures qui est à l'espace Robert-Rolle. Oui, Guingois, il y a une photo d'ailleurs de lui dans le bouquin, là, avec Guingois. Ils sont en train ils vont se pochetronner au champagne tous les deux. Enfin, c'est ce qu'on voit, mais rappelez que Paul Guingois, c'était un immense résistant du Limousin, voilà, qui a vécu jusqu'à pas d'âge, je sais même pas s'il est mort, d'ailleurs. Voilà, et qui était donc un ami de Paul Robert-Rolle. Paul Robert-Rolle avait des amis de cette trempe, et c'est pas n'importe qui, des gens comme Guingois vont pas aller se mouiller avec des peigne-culs, hein, voilà. C'est parce que je répète encore. Et alors, c'est moi si je l'avais pas dit déjà, ça. Mais il y avait à Saint-Paul-de-Vence, là, Aimé Magde, qui était interviewé par Jacques Chancel dans une émission de Chancel qui était une émission célèbre, dont je me souviens plus du titre. Enfin bref, vous connaissez tous ça. Et il y a Paul Chancel qui demande à Aimé Magde, qui avait évidemment, lui, découvert des artistes extraordinaires, puis qui a exposé chez lui Bacon, qui a exposé Freud, et des gens comme ça, enfin bon, voilà. Et il lui demandait, mais quel est l'artiste, d'après vous, qui restera dans l'histoire? Et spontanément, Aimé Magde a dit Robert-Rolle, voilà. Et ça explique, ça veut dire beaucoup de choses, parce que bon, il n'a jamais eu de château, Robert-Rolle, il n'a jamais eu de Rolls-Royce, il n'a jamais eu de choses comme ça, de chauffeur, il est resté toute sa vie très simple, dans sa scierie ou ailleurs dans ses autres ateliers. Comme il disait, ouais, maintenant je m'en sors un peu, ouais, ça va, on a pu, bon, mais on a été longtemps à la courette, hein, avec Papou, hein. À la courette, ça veut dire qu'il courait après le pognon, quoi, voilà. Parce que comme il aimait à le répéter, les marchands aiment les artistes qui produisent énormément, évidemment, c'est leur intérêt, puisqu'ils peuvent se faire un gros tas de fric avec les ventes. Mais lui, Robert-Rolle, il travaillait à son rythme, il faisait des formats gigantesques, etc. Ça prenait du temps. Donc les marchands s'intéressaient pas trop à lui, il n'en avait rien à foutre d'ailleurs. Quand on avait rencontré, je crois que c'est Daniel Perducat, le maire d'Eymoutiers, il y a que la première fois qu'on est allé visiter cet espace, il nous avait dit qu'effectivement Robert-Rolle avait des amateurs tels que pour mettre un tableau de Robert-Rolle, ils modifiaient leur intérieur. Oui, voilà. Il y a des mecs qui ont cassé des murs chez eux pour pouvoir mettre un tableau de Robert-Rolle. Il faut quand même le faire. Hein. Voilà. Mais il avait, oui, des vrais amateurs.
dont d'ailleurs le père Marin, là, à Arcueil, là, par le jeune, mais son père. D'ailleurs, j'avais discuté avec le jeune, là, qui m'avait filé un bouquin, justement, qui parlait de Robert-Roll. Voilà, et le père, donc, de Marin, le fondateur de cette Mecque des artistes, s'appelle ça comme ça, avec ce grand tube de peinture comme enseigne, eh ben, c'était un ami et un amateur de Robert-Roll. D'ailleurs, chez Marin, vous pouvez voir un immense Robert-Roll dans l'escalier qui monte à l'étage où il y a les peintures et tout ça. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que autrement on va y faire toute l'émission. Non, mais voilà, on peut que vous recommander de passer à Émoutier, d'aller visiter cette expo qui célèbre donc les 60 ans. Les 60 ans de peinture de Robert-Roll et les 20 ans d'existence du musée aussi. Musée, ouais. Et en même temps, je crois que c'est les 10 ans de la mort de Robert-Roll. De Robert-Roll, exactement. Ouais, voilà, donc autant d'occasions d'y aller. L'entrée doit coûter 5 €. C'est un espace, on est tout seul, on est tranquille, on a le temps de regarder. Il y a plein de bouquins en plus après à l'accueil sur toutes les expos qu'il y a eu sur Robert-Roll. Une belle série de DVD aussi sur d'autres artistes dont on parle souvent comme Rustin, comme Bourgeois, la sculptrice, Louise Bourgeois. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Et aussi les artistes dont on va vous parler, Riopelle, peut-être Mitchell, je sais pas, je me souviens pas, mais Riopelle, je sais, oui. Voilà. Et cette exposition, pour conclure provisoirement, a été organisée à l'initiative de ces deux filles. Voilà. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés de vieilles rosses traînant carrosse, et la fée Carabosse douce y était, moi celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni le château au long rideau dans l'eau, ni musicien vêtu de l'art très fin. Y a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y a un fanal comme un signal de balle. Danser, chanter, bras sont lancés afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. C'était Félix Leclerc qui interprétait Bozo. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille. Paul Bissot-Consacré, Robert-Roll, Riopelle et Mitchell. Voilà, on a fait donc Robert-Roll. C'est encore moi qui m'y colle? Bon, oui, bon. Vous allez encore vous farcir Euro pour vous parler de Riopelle. Riopelle, qui était un pote à Robert-Roll, ils allaient tous les deux en Canada, là, Riopelle qui est canadien, qui entraînait Paul Robert-Roll au Canada pour pêcher la truite dans les fleuves canadiens. C'est autre chose que les rivières françaises. Voilà, mais Robert-Roll aimait beaucoup les rivières françaises. Et Riopelle aimait beaucoup la France. Il est arrivé en France par le Havre, je crois. Il a remonté la Seine en bateau. Il s'est posé à Paris et il a pu quitter Paris pendant un bon bout de temps. Voilà, où il a accompli la majeure partie de son œuvre. Voilà. Où il a dû faire la connaissance, évidemment, de Paul Robert-Roll. Riopelle, bon, je suis assez partagé sur son travail et même sur le personnage, parce que au contraire de Robert-Roll, il aimait bien bon, Robert-Roll devait aimer le fric comme tout le monde, mais
il en a jamais abusé, il en a jamais eu trop non plus. Mais Riopelle, par contre, on a eu beaucoup, et ça se voyait dans son train de vie, voilà. C'est la seule chose, enfin, c'est une chose qui me pose toujours des questions. Pigeco aussi, qui a une dent contre certains artistes qui avaient des manoirs et des Rolls-Royce. Et c'était le cas dans Riopelle, il n'a pas eu de château, mais enfin bon, il avait quand même... Sauf que s'il avait une vie d'être humain, en tout cas, à des moments de sa vie un peu fastueuses, par contre, son atelier était totalement, d'après les témoins de l'époque, spartiate. Il y avait juste puisqu'il n'a pas eu des ateliers somptueux non plus, comme certains aussi, les autres artistes qui étaient arrivés matériellement à quelque chose. Non, lui, c'était les ateliers, c'était des lieux de travail vraiment, pas de démonstration, voilà, où on marchait sur un sentier de journaux, puisque il y avait de la peinture. Si on marchait à côté des journaux, on s'enfonçait dans une pâte, dans une boue de peinture qui collait aux pieds, voilà, parce que Riopelle, quand il peignait, il avait par terre, sur les murs et sur les verrières de son atelier, voilà. Ouais, c'est sa fille qui raconte ça dans un documentaire, qu'elle était impressionnée petite par tous ces tubes de peinture qui ressemblaient pratiquement à des sculptures. Voilà, parce qu'il paraît-il qu'il n'utilisait jamais ces tubes en entier. Ça, je suis un petit peu quand même, tout ça, pour des gens qui ont pas des moyens, qui ont des moyens limités, c'est un petit peu choquant. Il ne finissait jamais ces tubes de peinture, il les jetait, il y avait des tas, mais vraiment, d'1 mètre, 1,50 m de haut, de tubes accumulés, dont il ne se servait plus. Et puis pareil pour les cigarettes. Je peux comprendre pour les cigarettes, quand on travaille souvent, on éteint sa cigarette voilà, on ne va pas jusqu'au bout. On en gâche, mais bon, pour gâcher des cigarettes, c'est pas grave, mais gâcher des peintures, c'est pour moi un peu plus grave. Voilà. Ça, c'est des détails. C'est pas l'œuvre, mais peut-être que l'œuvre aussi se ressent de ce genre de choses dans l'œuvre de Riopelle. En tout cas, malheureusement, je n'ai jamais vu, si vous voulez, une œuvre en vrai de Riopelle, et ça, c'est difficile de parler d'un peintre, surtout d'un peintre abstrait, non figuratif, de parler de sa peinture, où il y a des pattes, des empattements, où il y a des... Voilà, si vous voulez, si j'avais dû vous parler d'Eugène Leroy sans avoir vu d'Eugène Leroy, j'aurais été encore plus embêté, je crois d'ailleurs, mais quand on a vu un Eugène Leroy, on sait de quoi on parle. Et là, Riopelle, non, mais, si vous voulez, quand même, je suis un peu... je suis pas... follement amoureux de ce que je vois en reproduction, en tout cas. Je trouve que c'est un peu lourd. Si vous voulez, je suis pas franchement emballé non plus par les couleurs. Pas toujours, hein, il y en a quelques-unes qui sont quand même sympas, mais bon, à côté de Jean Michel dont Piquet vous parlait, qui était sa compagne pendant une 20aine d'années, je trouve qu'il y a quand même une différence qui profite à Jean Michel, voilà. C'est-à-dire que c'était un peintre, on dit non figuratif, parce que lui, il disait que non, il n'était pas abstrait, qu'il y avait toujours quelque chose, si vous voulez, un peu comme Eugène Leroy, ils partaient d'une chose figurative et ils arrivaient à une chose qui semblait plus du tout figurative, voilà. Quoique chez Eugène Leroy, si on fait très très attention, on peut distinguer, ou on peut sembler distinguer une forme humaine sous l'épaisseur de la pâte, voilà. Chez Riopelle, c'est plus difficile quand même. Mais enfin, il dit, lui, que à chaque fois, il y a quelque chose de figuratif au fond de sa toile, sous les couches de sa toile. Bon, on veut bien le croire, mais je n'ai jamais vu vraiment cette chose-là en regardant les reproductions, mais encore une fois, c'est réducteur, parce que c'est un artiste qui fait lui aussi des toiles gigantesques. Alors, quand une toile gigantesque est mise au niveau d'un livre qui est à peu près un format A4, un peu plus grand, un peu plus large, mais pas loin, c'est difficile, c'est quasiment même impossible. Réduire une toile de 3 mètres sur 4 à quasiment une feuille de papier A4, c'est quelque chose et des fois moins que ça.
c'est un peu ridicule même, je dirais, pour en parler en tout cas. On peut parler que sur ce que les gens ont écrit sur lui ou sur l'impression qu'on a comme ça un peu subjective de ce qu'on regarde. Voilà, mais bon. On peut pas non plus aller au Canada, c'est pas tout à fait possible pour nous en ce moment en tout cas, tant qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Et en Europe, on ne sait pas si on peut vraiment en voir et où on peut en voir. On n'est pas tout. Alors si les auditeurs connaissent un endroit où on peut en voir en France, on est preneur. Hein, on verra si on peut se bouger. Voilà. Enfin, une sacrée bête de travail aussi. Hein, oui, il explique que quand il se met sur un tableau, il peut rester enfermé pratiquement 2 jours et 2 nuits et alors là, pour le coup, sans boire, sans fumer et faire simplement travailler quoi. Et son truc, il finit au bout de 2 jours, 3 jours. C'est fini. À partir du moment où il se recule de son œuvre pour la regarder, c'est qu'elle est terminée. Voilà, il ne revient non plus jamais sur un boulot. Ça, il y a quelques artistes comme ça. Comment il s'appelait mon peintre préféré, Chaim Soutine, était pareil. Il revenait jamais sur une peinture. Il peignait beaucoup plus vite. Il peignait les plus petits formats aussi. Il faut dire que Riopel, oui, il était comme un espèce de moine dans son atelier, spartiate, je répète. Et quand il pouvait pas arrêter un truc et puis recommencer après. Non. Il faisait, mais comme il faisait, évidemment, que je vous dis, des formats gigantesques, évidemment, il pouvait pas s'arrêter tant qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir fini, de tout avoir recouvert, en tout cas. Et voilà. Et donc, oui, c'était mais il pouvait s'arrêter de peindre pendant 2-3 ans aussi, voilà. Il peignait vraiment que quand il ressentait le besoin impérieux de le faire. Mais il ne peignait pas du tout dans la routine, voilà. Ouais, et donc effectivement ce point commun entre Roberol, Riopel et Johann Mitchell, c'est ce rapport à la nature dans leur peinture. Absolument, oui. Oui, parce que lui il disait qu'il peignait en fait, qu'il peignait la nature. Roberol aussi, d'ailleurs Roberol on le voit. Riopel c'est plus difficile à voir, mais en tout cas Roberol on le voit avec le sanglier, on le voit avec plein il a pas même je vous dis des grenouilles, des machins, tous les animaux qu'il connaissait. Pour Riopel c'est plus difficile à voir, mais il revendique en tout cas, il revendique ça en tout cas, et une chose très touchante aussi dans sa vie, avec cette compagne complètement folle dingue comme lui, d'ailleurs ils picolaient tous les deux comme des beaucoup. Ils ne se voyaient qu'en dehors de leurs ateliers parce qu'ils ne travaillaient pas ensemble, chacun avait son atelier. Ouais, ils ne vivaient pas ensemble non plus. Ils ne vivaient pas ensemble non plus, ça aurait été infernal, je pense, parce que quand ils se voyaient déjà, c'était pas triste. Et bon, donc au bout d'une vingtaine d'années, un peu plus, il a quitté cette femme extraordinaire et pour partir avec celle qui gardait leur chien. Il a fini sa vie, je crois, avec. Voilà, une compagne. Dans l'île aux Oies, il est reparti. Il est reparti au Québec. Il est reparti à Montréal, je crois, enfin pas très loin. Oui, mais il travaillait. Il avait plusieurs lieux. Il avait plusieurs îles. Il y avait 3 îles au moins où il avait une maison, dont le manoir, un manoir. Enfin bon. Le Macpherson, voilà, le manoir Macpherson aussi qu'il a. Ah oui, il avait aussi un manoir, voilà. Alors tout ce qui nous plaît. Ouais. Alors pour ce que tu dis, alors c'est les critiques qui disent ça, parce qu'après on peut toujours raconter pour fabriquer une vie par rapport à ces voitures de course, ces Bugatti, par rapport à ces voiliers, par rapport à cette ivresse un peu de vitesse et tout. Ils expliquent qu'il a eu toujours un rapport à la mort qui est assez prégnant parce qu'il a perdu quand il avait 7 ans. Il a son jeune frère qui est mort et qu'il a été profondément marqué par ça, et qu'en plus son père était, je crois, au départ menuisier, même si après il a eu une avancée sociale. Il était au départ menuisier. Son grand-père faisait des cercueils et que déjà petit, il travaillait avec son grand-père sur les cercueils. Donc ils expliquent cette vitesse et tout ça par ce rapport à la mort où il est toujours un petit peu en conflit, a toujours cherché un petit les limites, quoi. Voilà. Bon, je vais maintenant laisser Piquicou parler de Johann Mitchell, parce qu'autrement, elle n'aura pas le temps d'en parler. Et comme elle adore cet artiste, c'est vrai que moi aussi, j'ai été assez convaincu par ce que j'ai vu d'elle, même si c'est que sur un livre aussi. Mais même sur les livres, ça se défend mieux, à mon avis, que le travail de Riopel. Lourde de pluie, tête courbée sur la pelouse, et
de leur odeur lourde de nuit à rendre les roses jalouses. Je ralentis, je regarde. À cause de ces troupeaux immobiles dans la fournaise de juillet, sous les grands arbres tranquilles, mais sous le ciel déjà inquiet. Je ralentis et je regarde. À cause de l'orage au loin qui s'affaire, couleur d'ardoise, parfum d'étain, sur la dorure des blés en prière, le dos rond de tous leurs grains. Je ralentis, je regarde. À cause de ce creux dans la colline, aussi tendre qu'un lit défait, et du vent dans les herbes qui dessinent la maison où l'on s'aimerait. Je ralentis et je regarde. À cause de cette flèche rousse surgit du long bois frissonnant, renard furtif au pas de course, échine oblique de brigand. Je ralentis et je regarde. À cause de cette plaine labourée, silencieuse comme un livre ouvert, ligne tracée non rédigée, préface de brume signée l'hiver. Je ralentis, je regarde. À cause de cette buse sur le piquet, sentinelle de terre gelée, et de son œil doré où apparaît comme une lampe qu'on vient d'allumer. Je ralentis et je regarde. À cause des roses matinales, en robes étalées sur la pelouse, roses poudrées virginales, à rendre les pivoines jalouses. Je ralentis et je regarde. C'était Béatrice Tang qui interprétait À cause des pivoines. C'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération Nord, juste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Arrancaille, position qui se termine, qui était consacrée, qui est encore consacrée à une artiste, Jean-Michel, voilà, une artiste féminine américaine, compagne d'Oriopel pendant un quart de siècle, et dont va vous parler tout de suite la camarade Piquécou, qui l'adore. Ouais, que j'ai découvert en fait à force de en cherchant des infos, des bouquins, effectivement, j'ai découvert son boulot et j'ai trouvé ça assez super. En plus, sa personnalité m'a beaucoup touchée, quoi. Donc Yann Michel, c'est une américaine, elle qui est née à Chicago en 1925. Alors les critiques d'art, la classe dans la deuxième génération des expressionnistes abstraits. Donc elle est née dans un milieu qui était stimulant artistiquement, que ce soit autour de la musique, de la littérature et de la poésie ou de la peinture, à savoir que sa mère écrit des poèmes et des récits, que son père est médecin et qu'il l'emmène dès son plus jeune âge dans les musées pour qu'elle découvre ainsi Cézanne, Van Gogh, Matisse, Kandinsky. Elle étudie la littérature anglaise et l'art et elle peint très jeune à l'aquarelle en plein air. Ensuite, elle voyage à New York, elle voyage en France, dans le Lavandou. Et puis elle a 25 ans et elle retourne s'installer à New York. Et là, elle rencontre De Koenig et Franz Klein qui l'initient à l'expressionnisme abstrait. Elle est ensuite admise à l'Artist Club. Donc pour une femme, c'est une prouesse. Très peu de femmes étaient admises à cet Artist Club. Et 2 ans après, elle tient sa première exposition personnelle à New York.
Elle repart ensuite à Paris et cette fois-ci, elle fait la rencontre de Sam Francis donc, et de Jean-Paul Riopelle avec lequel elle passe donc 24 années de sa vie. Donc, comme tu le disais, Robert, ils ne vivront jamais ensemble, mais ils habiteront toujours à proximité l'un de l'autre, que ce soit à Paris ou alors ensuite dans la maison qu'elle achètera dans le Vexin. D'ailleurs, ils se verront tous les jours, ils dîneront et ils boiront donc aussi beaucoup ensemble, quoi. Et donc, Joan Mitchell alterne la vie new-yorkaise et la vie parisienne avant de prendre donc son atelier à Paris pour s'y installer définitivement. Donc son galeriste, elle a un galeriste aux États-Unis et un galeriste à Paris. Son galeriste parisien, il s'appelle Jean Fournier et elle travaillera avec lui tout au long de sa vie. Et quand sa mère meurt, donc elle peut acheter une maison à Véteuil c'est une maison dans laquelle a vécu Monet avant de s'installer à Giverny. Donc Véteuil, c'est un petit village des bords de Seine à côté de Mantes-la-Jolie. Alors Joan Mitchell est exposée à New York, à Paris au musée d'art moderne. Elle est plusieurs fois récompensée. À la fin de sa vie, elle est atteinte d'un cancer de la mâchoire, puis après, elle est opérée de la hanche, elle meurt en fait d'un cancer des poumons, mais même très affaiblie, elle continue de peindre et sa dernière série s'appelle Chant et elle meurt donc à Paris en 1992. Et Riopelle, lui, l'a quittée et est déjà reparti depuis 2 ans au Canada. Donc la peinture de Joan Mitchell en fait est en lien permanent avec la nature qu'elle observe continuellement. Et ce qu'elle fait, elle traduit principalement toutes les émotions ressenties devant un paysage ou un jardin. Elle ne recopie pas, elle ne se représente pas elle-même, mais c'est toutes ces émotions. Et à son arrivée en France, elle s'intéresse aux réflexions sur la couleur qu'ont mené Monet et Van Gogh. Et Van Gogh est celui qu'elle admire par-dessus tout et dont elle se revendique. Elle lui a même dédié une série de toiles inspirées par les tournesols. Donc elle travaille la lumière, elle travaille des très grands formats, elle travaille des séries, des diptyques, des triptyques, des polyptyques. Et elle se veut hors norme, elle refuse toute méthode et tout système. Et d'ailleurs elle est courageuse parce qu'elle s'installe en France en fait quand l'école américaine triomphe. Et elle est donc uniquement à l'écoute de sa sensibilité, de ses sentiments. Et sa peinture est un peu comme un journal de ses émotions qui ne devient jamais figuratif. Et les séries qu'elle peint portent toujours des titres qui évoquent la nature, comme Cyprès, Rivière. Alors Rivière, c'est en référence à la Seine qu'elle a chaque matin devant sa fenêtre, ou alors Champs ou Grande Vallée, ou alors des références musicales. Joan Mitchell était quelqu'un de très cultivé. Et sa dernière série, donc c'est la toile Chant, qui ont été peintes juste avant sa mort. Et ça, c'est une période qui est vraiment marquée par sa souffrance physique et la perte d'être cher. Et sa palette, elle est empruntée au paysage. Donc elle va utiliser le vert, c'est le vert des arbres, le jaune de la lumière ou des genêts ou des tournesols ou des champs de colza. Le bleu, ça peut être le bleu du lac de Chicago de son enfance ou celui du ciel. Et sa peinture est une peinture très gestuelle qui engage tout son corps, qui est dans une réelle dépense physique. Alors Joan Mitchell était très sportive dans sa jeunesse, donc elle a les ressources physiques pour maîtriser cette énergie et la porter sur la toile. Donc elle donne des coups de pinceau qui sont secs, vigoureux, donc sa main travaille dans tous les sens, nerveuse et vigoureuse justement. Elle met beaucoup de pâte aussi. Et elle peint de mémoire, elle peint à la verticale. C'est pour ça qu'on peut voir aussi pas mal de coulures sur ses toiles. Elle est très concentrée, elle écoute de la musique, que ce soit de la musique classique ou du jazz. Et elle aime travailler dans le noir, alors soit la nuit, soit les rideaux fermés. Et elle fait en permanence donc des allers-retours entre le tableau et le fond de son atelier. Et elle vérifie seulement le lendemain le rendu de son travail. Voilà en gros comment on peut parler un petit peu de Joan Mitchell. Oui, c'est peu. Hélas. Voilà, donc tu voulais rien dire, Robert? Ah non, si, je peux qu'adhérer à ce que tu dis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est pas grand-chose. Hein. Non. Alors, il y a Siri Oswald qui avait écrit un bouquin dont on avait parlé dans l'émission Araka il y a quelques années, qui s'appelle Les Mystères du Rectangle, où elle évoque Joan Mitchell dans un des chapitres de son livre, et j'ai malheureusement pas pu emprunter ce livre. Donc parce qu'il y avait, je pense que c'est intéressant d'avoir la vision aussi de Siri Oswald, qui est une écrivaine mais qui s'intéresse beaucoup à l'art. Oui. Et je voulais juste faire un autre petit paragraphe donc sur Roselyne Granet. Pourquoi Roselyne Granet? Parce que c'était une amie de Jean-Paul Riopelle, qu'elle est sculptrice, et que elle a une sculpture de Jean-Paul Riopelle qui est exposée à Montréal. Roselyne Granet, donc c'est une sculptrice pastelliste
qui est né en 1936 à Paris, qui a étudié à New York et qui a travaillé à la Grande Chaumière dans l'atelier d'Ossip Zadkine. Et là, donc, elle a fait la connaissance de ses camarades Sam Zafran, qui est un dessinateur et un pastelliste, de Jacques Delahaye, qui est un sculpteur qui l'encourage. Et en 1959, elle met sur pied une fonderie à Meudon, où elle s'y installe. Elle travaille dans son hangar et elle va travailler donc dehors, à quelques pas de l'atelier de Rodin. Donc, initiée donc à la sculpture dans l'atelier d'Ossip Zadkine, elle commence à travailler la terre, puis après le plâtre ou la cire, dans l'idée éventuellement de faire du bronze ou de la résine. Alors, dans ses premiers travaux, elle fait un travail où il y a beaucoup d'empreintes, de feuilles, mais maintenant, elle a un travail qui est beaucoup plus dépouillé et qui est consacré au mouvement, à la vie, à la recherche des limites de l'équilibre. Donc, elle travaille à partir d'une scène qui la touche, comme par exemple un couple qui va s'embrasser sous un parapluie, et voilà, qu'elle va mettre donc après en sculpture. Elle dit qu'elle aime bien mettre du vide dans ses sculptures, qu'elle aime aussi cette lumière et l'ombre qui amène par la suite la lumière. Et avant, elle avait des sculptures abstraites et non figuratives, mais que maintenant, son travail est principalement lié à la figure humaine. On peut voir, donc j'ai mis, toujours pour ceux qui ont l'avantage d'avoir Internet, une petite vidéo qui fait une dizaine de minutes. On la voit nous expliquer son travail et préparer une exposition qu'elle a faite dans la mairie du 10e arrondissement en 2008. L'avantage de cette exposition, c'est que ça touchait un public, justement, qui n'est pas un public habituel des musées, c'est un public qui est beaucoup populaire, quoi. Donc c'est une grande amie de Jean-Paul Riopel qu'elle a sculpté plusieurs fois. Donc on peut le voir en petit modèle, les bras croisés, les bras ouverts. Et il y a donc cette grande sculpture qui est à Montréal. Donc elle a aussi sculpté Jean-Paul Sartre dans la cour de la BNF. Enfin, et elle, dans son travail, on peut voir principalement donc des couples, effectivement, des gens qui sont en équilibre avec beaucoup de mouvements sur un pied, comme un couple qui danse, un coureur, un envol à trois, une course, une embrassade, enfin un homme qui est sur un genou et qui en fait tournoyer une autre. Donc c'est un mouvement qui est omniprésent et des sculptures que moi j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Oui, non, ça je partage l'engouement de Piqueco pour cette sculptrice. Revenir un peu sur Yann Mitchell pour dire que, comme Piqueco me demandait si j'avais quelque chose que j'ai ajouté, oui, que effectivement on sent dans certaines de ses œuvres l'influence de Van Gogh, particulièrement un grand triptyque là où ça finit à droite par une explosion de jaune avec les touches, elles sont évidemment beaucoup plus importante que celle de Van Gogh, mais c'est parce qu'elle travaillait avec des spalters, des trucs énormes, mais c'est la touche de Van Gogh, quoi. Et les couleurs aussi, et elle a fait des choses aussi sur les blés. Sa dernière peinture avec les corbeaux, j'avais remarqué dans le bouquin là, elle avait fait référence aussi à ce genre de travail. Et par rapport à Riopel, ce que je trouvais d'intéressant chez elle, c'est que les couleurs étaient beaucoup plus, comment dirais-je, gaies, lumineuses, les harmonies, enfin comme l'a expliqué Picot, avec des jaunes, avec des bleus, avec des roses, avec des... Vous voyez, c'est très chantant, à côté, Riopel, c'est un peu plus lourd, un peu plus dur quand même comme peinture. Elle, c'est pas dur du tout. Je trouve que c'est très... Bon, ces couleurs, perso, j'aime pas tellement parce que ça a été la grande mode il y a quelques années, tout le monde faisait de la couleur. Donc ça me reste dans la tête, mais quand elle en faisait, elle, ça n'existait pas encore. On peut dire que c'est une pionnière de la couleur. Mais voilà, non, c'est une peinture beaucoup plus, je trouve, chaude, chaleureuse, ludique même que celle de Riopel. On doit dire des choses comme ça. Ah ouais. Et justement, comme on parle souvent des femmes de peintres, Yohann Mitchell n'est pas une femme de peintre, c'est une peintre. Quoi. D'abord, elle ne vivait pas avec Riopel. Vraiment, je pense qu'il serait tué. Et puis voilà, puis elle avait un caractère très indépendant. On le voit bien dans les photos, effectivement. C'est pas quelqu'un de doux et de consensuel. Hein. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Moi, j'attendais une musique, mais bon, elle vient pas, donc c'est qu'il n'y en avait pas. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Hein, vous êtes réveillés, là, ça y est. Allez, les enfants, debout. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission à Racaille, qui va bientôt se finir, en tout cas une demi-heure. Hein. C'était une rediff consacrée à Robert Riopel et Yann Mitchell. Voilà. Bon, j'espère que vous en avez pris une bonne... que la potion n'a pas été trop dure à avaler.
Et tout de suite, on va passer à ma camarade Pigécou. Je pense que c'est elle qui prend le manche. Hein, bon. Parce que moi, ça m'a fatigué, cette émission. Vous savez, parler pendant 3 quarts d'heure, c'est dur. Hein. Qui va prendre le manche pour vous causer des expositions. Oui, alors tout de suite, la première exposition, alors elle n'est pas pour tout de suite, mais comme on parlait de Robérol et de son espace à Émoutier, il y a la prochaine exposition qui est prévue dans cet espace et consacrée à Gérard Rondeau, qui est photographe, qui est décédé il y a quelques mois. Nous, on lui avait consacré une émission. Et il y a une grande amitié justement entre Gérard Rondeau et Paul Robérol, puisque Paul Robérol a accepté d'être filmé tout ce temps par Gérard Rondeau. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir quelqu'un qui nous suit quand même pas à pas dans son quotidien comme ça. Et donc on avait parlé de Gérard Rondeau, photographe. Donc là, à partir du 12 mars, ça sera entre le 12 mars et le 28 mai à l'espace Robérol à Émoutier, une exposition sera consacrée au travail de Gérard Rondeau. Ouais. Qu'on aurait peut-être pu recevoir ici si on s'était réveillé un peu plus tôt. Dans les autres expositions, c'est des expositions dont on avait déjà parlé, mais on va en remettre une petite couche. Donc il y avait l'exposition à l'atelier Grognard Peindre la banlieue, hein, c'est à Arveuil-Malmaison. Il y a Frédéric Bazille au musée d'Orsay, c'est la jeunesse de l'impressionnisme, c'est jusqu'au 5 mars 2017. La galerie Licence 4 à Lyon commence à partir du 2 février une nouvelle exposition qui est consacrée à Xavier Jambon. La galerie Licence 4, c'est 5 places du gouvernement, donc à Lyon. C'est une galerie qui était à Mâcon et qui a déménagé à Lyon il y a environ 1 an. Promo, quoi. Il y a Agnès Dubart, une graveuse de Lille, qui expose à La Rumeur. La Rumeur, c'est un petit resto, je ne sais plus, coopératif, alternatif, qui est pas très loin de chez elle. Oui. Donc elle expose jusqu'au 3 mars et ce resto est au 57 rue de Valenciennes, donc à Lille, c'est au métro, je crois, porte de Valenciennes. Pas loin de l'ancienne gare Pas loin de l'ancienne gare, une friche, je ne sais plus, là j'ai oublié le nom, mais effectivement c'est une grande friche qu'on voit quand on arrive en train. Il n'y a pas que moi qui ai des trous. Hein. Ouais. Donc voilà, au niveau des expositions. Ouais. Tu vas ajouter quelque chose? Non, je pense toujours qu'on oublie quelque chose. Mais bon. Ouais, peut-être on oublie, mais là on n'en a pas noté de nouvelles, si ce n'est la nouvelle exposition à la galerie Licence 4. C'est une galerie qu'on n'a pas encore visitée. J'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer ce François Grand dont on parle régulièrement. Parce qu'il invite des artistes qui sont pas complètement nuls, hein, comme notre camarade Jean-Paul, notre camarade Jean-Paul Souvraz, et puis surtout un artiste là qui est dans la montagne, dans l'Ariège là, qui vit sans quasiment ni eau, ni électricité, ni chauffage, ni rien, complètement isolé avec les mouflons là-bas, voilà. C'est intéressant. C'est une sorte d'aventurier comme il y en avait un peu avant. Les galéristes n'ont pas toujours été des hommes d'affaires près de leurs sous. Ils ont été, en tout cas, quand Paris était la capitale mondiale de l'art, il y en avait quelques-uns qui étaient assez sérieux. Voilà. Ouais. Alors dans le culturel de la semaine, donc on a noté un film qu'on a vu avant que je parte m'isoler sur le plateau des Mille Vaches. C'est un film qui s'appelle 3000 nuits. C'est un film d'une Palestinienne qui s'appelle Maï Masri et qui va nous plonger dans le quotidien d'une jeune Palestinienne, une institutrice palestinienne qui a pris en stop un jeune homme qui était blessé et qui venait de commettre un attentat, et elle va être accusée de complicité et condamnée à 8 années de prison. Donc c'est ces 3000 nuits. Donc ça va nous plonger dans tout cet univers carcéral, tout ce qui peut se passer aussi israélien justement, oui, parce qu'on la met déjà dans une prison au départ où ce sont des Israéliennes qui ont commis des délits, puis après elle sera dans une prison avec des Palestiniens. Elle était dans une cellule, c'est la même prison. Oui, c'est la même prison. Oui, elle était dans une cellule avec des détenues israéliennes, pas tristes, et puis après on la transférera avec des prisonniers palestiniennes. Voilà, donc on va suivre cette jeune institutrice qui en plus est enceinte et va donc accoucher en prison et garder son enfant avec elle pendant 2 années. Donc ce petit qui va être au milieu de ces femmes dans la cellule. Donc il y a des très beaux moments et il y a beaucoup de moments de colère en fait.
Là, moi, c'est même pas les larmes qui ont pris le dessus. Il y avait la colère qui était présente et bien plus forte, en fait, devant ce qui se passait, devant ce comportement du système carcéral israélien. Ouais, puis ces matones, voilà, toutes ces matones, comment les gens sont manipulés, toute cette violence permanente. Et si Piquet-Cou a ressenti de la colère, et c'est bien de l'avoir en colère, je vous assure que ça vaut le coup. Moi, j'ai été bouleversé, je chialais encore une fois, mais ça doit être l'âge, je pense. On est plus chialeur quand on est vieux. On retourne dans l'enfance, quoi, comme les enfants qui chialent à tout bout de champ. Et puis Kikou, elle m'a bien expliqué, elle dit non, parce que d'habitude, c'est elle qui pleure plus encore que moi. Mais là, elle m'a dit non, j'étais trop en colère, et ça m'a coupé ça lui a coupé si vous voulez, les glandes lacrymales ont été asséchées direct, quoi. Voilà. C'est vrai que ça met en colère aussi, évidemment. Mais bon, je partage tout à fait cette colère, mais en plus, je pouvais pas m'empêcher de chialer. Bon, voilà, parce que c'est intolérable. De toute façon, la prison, c'est intolérable. Mais la prison, d'abord, elle est accusée à tort. Il faut voir le jugement, hein, c'est pas triste. Elle est accusée à tort. On l'a essayé de la forcer à dire que non, le Palestinien qu'elle a pris en stop, le jeune terroriste, il l'avait menacé pour monter dans la voiture, comme ça pourrait éventuellement la laisser partir sans faire de sa peine, etc. Et elle a refusé au moment où le juge lui pose la question. Alors, quand vous avez pris ce jeune homme en autostop, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit non, je l'ai pris en autostop, point, c'est tout. Et à cause de ça, elle a pris 8 ans, quoi, voilà. Il faut voir les tôles, hein. Je veux dire, Fresnes est presque un palace à côté, hein. Ouais. Alors, on peut préciser qu'en fait, tout ce film part d'une histoire vraie. La réalisatrice a rencontré dans les années 80 une femme palestinienne qui a réellement accouché en prison. Oui. Et attendez, c'est pas fini l'histoire, parce que il y a Laure Adler, vous savez, la célébrissime Laure Adler, c'est sur France Inter ou France Q. C'est France Inter. Ouais. France Inter, qui avait programmé l'interview de cette cinéaste palestinienne, et qui, au dernier moment, l'a déprogrammé pour foutre quoi, je te le demande, Émile? Justement, un film israélien. En fait, au départ, les deux cinéastes devaient être un peu mises l'une en regard de l'autre. Ouais. Et alors que la cinéaste palestinienne n'avait pas été prévenue. Donc, en fait, je ne sais pas, il y a dû y avoir des discussions. Donc, Laure Adler a décidé de carrément ne pas inviter la cinéaste palestinienne et de garder que l'israélienne qui parle d'une femme qui est rabbin. Voilà. De déprogrammer, quoi. Et moi, j'ai vu sur 28 minutes sur Arte, elle a été invitée aussi, ça s'est mieux passé, si on peut dire. Mais quand même, il y avait quand même un intervieweur maison, là, qui semble un petit peu, comment dirais-je, conservateur sur les bords, qui commence à parler de terroristes palestiniens, et là, tout doucement, gentiment, calmement, elle lui a fait comprendre que c'était des résistants, que la Palestine était un pays occupé, et que voilà, le mec, il était un petit peu, il avait l'air un peu con, quoi. Voilà. Ils peuvent pas s'empêcher, c'est plus fort qu'eux. Il y a cette espèce de manie à chaque fois de remettre le mot terroriste sur le tapis, alors que ces gens, si vous voulez c'est très simple, mais vous êtes au courant, vous le savez. Pendant la dernière boucherie, là, les nazis occupaient la France. Bon, il y a des Français, la plupart très jeunes, mais il y avait quelques vieux aussi, quelques vieux briscards, qui ont pris les armes pour résister. Ils étaient qualifiés de terroristes, hein. Ils étaient fusillés, s'ils étaient pris, torturés. Souvenez-vous de la fiche rouge, où la bande a, comment déjà, à Manoukian, vous voyez, voilà, leur tête, là, et en plus, c'était des juifs, non mais vous vous rendez compte, la plupart, non mais, c'était des terroristes, et voilà, et on les fusillait, on les torturait, ou s'ils réchappaient à la torture et au fait d'être fusillés à Fresnes ou au Mont-Valérien, on les envoyait dans les camps de la mort, voilà. Alors, il faudrait quand même peut-être mettre vos pendules à l'heure, les mafias de journalistes aux ordres, là, et pas confondre résistants et terroristes, vous voyez. Ouais. Ceux qui ont massacré les gens au Bataclan, qui ont massacré la rédaction de Charlie Hebdo, qui ont massacré des gens dans
ce marché, ce supermarché cachère à la nation, ça, ce sont des terroristes parce que ils massacrent des civils qui sont pas vraiment aux manettes, voilà, pour les traquer ou pour les faire chier. Mais les résistants palestiniens ne sont pas des terroristes. Capito? Voilà. Ouais, et qu'est-ce que je voulais ajouter? Que ce film, alors il doit passer encore au cinéma parce qu'il passait dans peu de salles. Il passe plus sur Montreuil au Méliès, mais il doit continuer peut-être au cinéma Saint-Michel. Enfin, pour les Parisiens, Ouais. je pense que peut-être au Saint-Michel, il passe encore. Alors probablement que vous pourrez le trouver un de ces quatre en DVD. Peut-être qu'il existe déjà, quoi. Mais c'est vraiment un film à regarder parce que bon, il faut s'accrocher quand même. Ouais. Hein. Et toi, tu voulais parler d'un film qui passe ce soir sur Arte, tu m'as dit, à 23h50. Oui, à 23h50, j'ai déjà vu, je sais plus où, mais ça parle, ça évoque. Il y a eu un film qui a été fait à la libération des camps en Allemagne. Il y en a eu plusieurs. Il y a les Russes qui en ont fait. Il y a et là, ce sont les Américains. Et là, ce sont les Anglais, la BBC qui a envoyé des gens là-bas au camp de Bergen-Belsen. Je suis pas très fort en langue allemande. Bon. Et alors ils ont commencé à filmer, etc. Les cinéastes étaient de plus en plus bouleversés par tout ce qu'ils voyaient, etc. Bref. Et le réalisateur, celui qui était, si vous voulez, en charge responsable de ce reportage, il s'est dit, dans le fond, parce que pour pas que ça soit qualifié de mensonge par les révisionnistes de tous bords, hein, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, parce que les SS étaient toujours là. D'habitude, ils avaient déserté les camps de la mort, hein, pour pas se faire choper. Et là, ils étaient restés tranquilles dans leur baraquement et tout. Alors donc, les Anglais les ont fait sortir gentiment de leur baraquement, ou pas gentiment, j'en sais rien, et les ont fait participer à l'enterrement des monceaux de cadavres de martyrs, là, qui étaient à l'air libre, en train de pourrir. Ils leur ont fait creuser des tombes, enfin des fosses, hein, et pour les ensevelir et mettre de la chaux vive, etc., etc. Et puis, ils ont poussé encore le bouchon un peu plus loin. Ils sont allés dans le village ou les villages avoisinants, paisibles, hein, ils étaient au courant de rien, les Allemands qui habitaient là, et ils ont fait se ramener les notables, tout le monde, dans le camp de Bergen-Belsen pour assister, si vous voulez, au spectacle. Hein, bon, voilà. Alors, autrement dit, vous les voyez, les habitants de ces villages, qui n'étaient au courant de rien, bien sûr. Hein, ils étaient à 1 kilomètre à peine du truc, mais en fait, ils étaient au courant de rien. Mais par contre, là, ils ont été vraiment au courant, vous voyez. Et c'était très important parce que bon. Alors, ce film a été, si vous voulez, comment dirais-je, empêché de diffusion quand c'est revenu à la BBC, parce que quand ils ont vu les horreurs, ils imaginaient pas que c'était comme ça, vous voyez, enfin, soi-disant, parce que bon, là, de ce côté-là, on peut toujours penser, mais enfin, peut-être que les réalisateurs, non. Eh bien, ils ont décidé de pas le distribuer dans les salles de cinéma parce que, si vous voulez, il y a encore des calculs politicards, voilà, parce que les Anglais étaient mandatés en Palestine ils avaient le mandat sur la Palestine qui gérait évidemment et ils voulaient pas que ça crée un afflux supplémentaire de réfugiés rescapés de la Shoah et aussi parce que, si vous voulez, ils pressentaient, enfin, on savait plus ou moins que allait venir la guerre froide, et ils voulaient préserver les Allemands d'un choc thermique qui les laisse au plancher. Voilà, donc, parce qu'ils pensaient que les Allemands ils pourraient évidemment faire un bouclier efficace entre l'Occident et l'Est. Voilà. Bon, et c'est sorti, donc le film est sorti 70 ou 80 années après, quoi, voilà. Et il y a été ajouté ce que les Américains avaient filmé et ce que les Russes avaient filmé, voilà. Donc c'est un film terrible, c'est peut-être pour ça qu'il est programmé à 23h50, hélas, parce que peu de gens, les gens travaillent, etc., et puis c'est ce soir... sur Arte, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont veiller. Mais il y a le replay peut-être après, remarquez, pour le voir. Mais ceux qui veulent, qui ont courage de le regarder, bon, voilà, j'en dirai pas plus. Ouais,
Il sera en replay, hein, il est en Arte plus 7, donc ça permettra de le regarder à des heures plus faciles. Ouais. C'est le film, Ça s'appelle Image de la libération des camps. Oui, c'est le film, si vous voulez, Nuit et brouillard, mais multiplié par 10, quoi, voilà. Bon. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar,